où l'on parle haute résolution et haute définition, toute une catégorie de personnes est atteinte de malvoyance. Rappelons que selon l'Organisation mondiale de la santé, est atteinte de malvoyance toute personne ayant une acuité visuelle inférieure à 3/10 sur un œil et 1/10 sur l'autre œil. Une perte de vision de cette ampleur limite et entrave considérablement les activités de la vie quotidienne. D'autant plus qu'il est fréquent qu'à cette déficience visuelle s'en ajoutent d'autres de type psychologique ou comportemental, au premier rang desquels l'isolement et l'exclusion. L'expérience le prouve. La plupart des pathologies liées à la malvoyance s'accompagnent très souvent de handicaps plus ou moins lourds. Et la recrudescence des cas s'accélère. Cette aggravation constante que l'on remarque dans les pays industrialisés est préoccupante ces dernières années. La France enregistre 77 000 personnes aveugles et plus de 2,5 millions de malvoyants. L'allongement de la durée de vie, les maladies génétiques ou dégénératives, les nouvelles habitudes de vie, que ce soit personnelles ou professionnelles, une exposition prolongée au soleil, facteur aggravant, laisse présager un accroissement certain du phénomène. Une certitude donc, la malvoyance n'a rien de mineur. Voir mal n'est pas une fatalité. Tant qu'une infime capacité de perception visuelle existe, elle peut être optimisée. Les aides optiques et la rééducation sont des solutions permettant de rester actif et autonome. C'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons aujourd'hui Florence Baudry, opticien expert basse vision et propriétaire des magasins Optique 2000. Bonjour Florence. Bonjour Sandra. Vos magasins sont spécialisés dans la basse vision. Vos équipes sont formées pour guider les patients vers des solutions qui améliorent leur quotidien. Depuis plus de 30 ans, Florence, vous avez été l'une des premières à prendre conscience de l'importance de la malvoyance dans nos départements. Quel a été le déclic de votre engagement ? Mais déjà, tout d'abord, le déclic du choix de ma profession d'opticien diplômé, qu'il s'agit principalement de corriger les défauts visuels, donc d'amener les gens qui n'ont pas conscience de leur mal-voir vers du bien-voir. Et automatiquement, avec ma spécialisation en optique physiologique et en optométrie, j'ai été très intéressée par la malvoyance. Puisque là, c'est l'inverse. Ce sont des gens à accompagner qui étaient dans le bien-voir et qui se retrouvent dans le mal-voir. À ce moment-là, il s'agit de leur apporter l'accompagnement nécessaire pour qu'ils puissent retrouver leur autonomie et leur intégration sociale. Quand ils viennent vous voir, est-ce qu'ils ont déjà eu un parcours de soins important ? Est-ce qu'ils ont été déjà voir plusieurs fois l'ophtalmologue ou d'autres spécialistes ? Ou bien ils arrivent chez vous un petit peu presque à l'improviste pour avoir des aides liées à un opticien ? C'est un parcours de santé, je vais dire quelque part obligatoire, puisque nous sommes point expert basse vision et nous répondons déjà à 6 critères. C'est-à-dire un espace dédié à l'accueil des malvoyants, des aides visuelles disponibles pour les essais, mais également pour le prêt, obligatoirement pouvoir les recevoir sur rendez-vous pour qu'ils puissent être accompagnés et s'organiser au niveau de leur planning ou des accompagnants. Également, bien sûr, la personne qui les recevra sera un opticien diplômé expert basse vision, et le parcours de santé qui aura été déjà réalisé avec le médecin ophtalmologiste et l'orthoptiste. C'est obligatoire et indispensable que ces 3 professions se regroupent. Aussi bien le médecin ophtalmologiste qui va dépister s'il s'agit d'une maladie physiologique, par exemple, l'orthoptiste qui aidera à la rééducation et nous qui aiderons selon les besoins et l'activité du malvoyant, lui conseiller les meilleures aides visuelles. Et est-ce que vous avez le sentiment que justement le fait que vous soyez expert basse vision, que vous soyez en fait au plus proche des personnes malvoyantes, ça les aide et ça les encourage dans leur parcours d'insertion professionnelle, lorsqu'ils recherchent un emploi ou lorsqu'ils sont en emploi? Est-ce que vous contribuez en fait à une meilleure
acceptation aussi, même d'eux-mêmes déjà d'être une personne malvoyante, et au sein de leur travail, de leur permettre peut-être d'être davantage épanouis et de pouvoir travailler plus efficacement. Nous contribuons forcément à cette intégration, mais aussi il est indispensable de bien cerner les besoins de ces malvoyants, puisque souvent on sous-estime l'impact de la malvoyance sur l'activité et la vie au quotidien. Parce que tout à l'heure nous parlons de malvoyance avec une acuité visuelle de 3/10, 1/10, mais nous parlons aussi de malvoyance à partir du moment où le bien-voir a été atteint, quelle que soit son importance. Oui, c'est un ressenti très personnel, c'est-à-dire à partir du moment où on ressent une gêne voilà, à pesante. partir du moment où on a ressenti une gêne, ou en fonction, je dirais, de l'handicap que nous dépistons, on peut apporter de multiples aides. Et c'est clair que malheureusement, à l'heure actuelle, quelqu'un qui a cet handicap, on va privilégier, entre guillemets, à le rétrograder, à adapter une tâche à son handicap, au lieu de faire l'inverse, de le faire évoluer avec son handicap. Surtout que nous avons cette chance d'avoir un système visuel très malléable et que l'on peut rééduquer, parce que c'est un système visuel, il faut savoir que nous naissons avec notre système visuel, nous apprenons à voir, mais nous pouvons réapprendre à voir. Donc, comme vous le disiez si bien, Sandra, tout à l'heure, tant qu'il y a une perception quelconque, nous pouvons en faire quelque chose, grâce à l'ophtalmologiste, à l'orthoptiste et à l'opticien. Et vous pensez que le chef d'entreprise qui donc a une personne en situation de handicap, dont l'acuité visuelle diminue au point de se dire cette personne, je ne peux plus la garder à ce poste-là, je suis obligé de réfléchir à un reclassement professionnel. Vous pensez que les chefs d'entreprise sont informés des aides visuelles qui existent, de l'accompagnement qui peut être mis en place pour permettre à cette personne de conserver son emploi et de pouvoir préserver justement cette acuité visuelle? Alors malheureusement, il y a une grande méconnaissance de la malvoyance et de tout ce que l'on peut apporter, ne serait-ce que simplement une rééducation pour retrouver tout son potentiel visuel. Donc cette méconnaissance fait que justement, les malvoyants ne sont pas pris en charge. Il est clair que depuis ces années où nous avons commencé à mettre en place les points experts basse vision, que nous travaillons en collaboration avec les ophtalmologistes et les orthoptistes, nous avons de plus en plus de demandes, puisque maintenant les médecins ophtalmologistes savent comment orienter ces malvoyants, comment ils seront pris en charge, mais notamment bien les informer de la prise en charge financière, qui était un obstacle auparavant. Mais en fonction de cette déficience visuelle, il y a des prises en charge qui peuvent être faites, mais il faut bien signaler qu'en fonction de la maladie qui a atteint le système visuel, il faut bien la déclarer avant les 60 ans. Avant les 60 ans, cette pathologie peut être prise en charge pratiquement à 5%. Après 60 ans, si elle est déclarée, elle ne pourra pas être prise en charge de la même façon. Donc, en fonction des aides visuelles qu'on pourra apporter, des prises en charge peuvent être mises en place. Et à ce moment-là, l'accès est possible. Ne pensez-vous pas, Florence, que il y a un manque de communication par rapport à ces problèmes sur la prise en charge justement des personnes malvoyantes? C'est-à-dire que souvent, je pense que la personne malvoyante va aller chez son opticien, chez son ophtalmologue, chez son orthoptiste, mais le grand public, lui, je pense, a très peu de connaissances en fait de ce qui se fait et de la rééducation qui peut être faite, peut-être de l'image que l'on a des personnes malvoyantes. On va confondre vraiment aveugles et malvoyants. Il y a peut-être une certaine fatalité aussi. L'image est assez négative. On se rend pas du tout compte que les opticiens, que vos magasins, qui sont vraiment au bout de la rue, peuvent avoir une aide concrète, une réponse concrète pour ces personnes et permettre un mieux vivre. Je dirais que cette méconnaissance, je vais dire en quelque sorte, elle est valable un peu pour tous les sens. Vous êtes concernés également, où on estime que nos sens sont des acquis et que c'est pour la vie et ne peuvent en aucun cas être atteints ou diminués. Donc, on ne prend pas les précautions d'usage, déjà pour les protéger, et ensuite, on méconnaît complètement. Une fois qu'on est atteint par ce genre soit de défaut visuel, de maladie ou de perte du bien voir, on est démuni, mais
ce n'est pas normal. Voilà, ça devient anormal parce que c'est censé être un acquis et qu'on ne peut pas le perdre. Donc il y a une méconnaissance totale à ce niveau-là. Mais donc c'est pour ça que la communication, ça peut être très important de déjà montrer qu'il y a des aides qui sont possibles, que l'intégration de ces personnes dans la vie sociale, culturelle, professionnelle est tout à fait possible. Je pense que le discours, ça serait bien qu'il soit un peu plus positif. Je trouve qu'il y a beaucoup de fatalité liée à cette situation de basse vision, de malvoyance, et c'est peut-être dommage. Qu'en pensez-vous ? Moi, j'estime qu'il faudrait forcément qu'il y ait beaucoup plus de communication à ce sujet. Nous nous en chargeons. Au niveau de nos points experts base vision, c'est un des 6 points que nous mettons en place. C'est effectivement de communiquer sur ces possibilités, qu'une fois, si on est personnellement atteint ou si dans notre entourage nous avons quelqu'un atteint de malvoyance, ou d'une perte de bien-voir quelconque, qu'il y a des moyens pour lui rendre toute son autonomie et surtout son intégration sociale. Exactement. Parce qu'il y a des petites aides toutes simples qu'on ne connaît pas, surtout pour quelqu'un, par exemple, qui sera atteint de rétinopathie diabétique, donc qui est un diabétique, et qui sera atteint de malvoyance. Il y a des outils médicaux maintenant qui parlent automatiquement. Donc il y a les aides aussi bien visuelles, mais il y a les aides techniques, il y a les aides à la personne, tout un environnement qui permet de mieux vivre chez soi et aussi de rester indépendant. Certaines personnes perdent leur indépendance au quotidien et c'est le plus difficile. Donc on préfère le cacher que de l'améliorer et de laisser la personne en situation, je vais dire, d'intégration sociale. Il y a des choses toutes simples comme des cartes grossies, des jeux de dominos grossis qui permettent à la personne qui a ses habitudes sociales de pouvoir les poursuivre en ayant ces petites aides qui sont à des coûts très abordables mais qui permettent de continuer, entre guillemets, une vie tout à fait normale. Bonjour, j'ai une question pour vous. Combien de Français sur 100 sont aujourd'hui confrontés à des problèmes de vue? Vous avez 3 possibilités. Première possibilité. 3 Français sur 100. Deuxième possibilité. 1 Français sur 100. Troisième possibilité. 5 Français sur 100. Avez-vous deviné? La bonne réponse est la première possibilité. 3 Français sur 100 sont aujourd'hui confrontés à des problèmes de vue. Bye bye! Florence, on a quand même une petite question pour vous. En tant que chef d'entreprise des magasins Optique 2000, en tant qu'experte basse vision, quel est votre ressenti? Que souhaiteriez-vous voir changer, se concrétiser, se développer dans l'avenir pour permettre une meilleure insertion professionnelle des personnes en situation de handicap et plus spécifiquement des personnes malvoyantes? Mon plus grand souhait serait qu'il y ait beaucoup plus de dépistage au niveau tout simplement des travailleurs, qu'on analyse bien leur poste de travail et qu'on puisse, pour les personnes qui sont atteintes de malvoyance, qu'elles soient bien aiguillées et bien prises en charge. Et cela, c'est prévu, c'est mis en place, mais il faut la volonté de tous pour que les gens atteints de malvoyance puissent être suivis par les personnes qualifiées. Ça commence déjà effectivement par le médecin ophtalmologiste, comme on le disait tout à l'heure, l'orthoptiste, et l'opticien, mais doivent intervenir aussi d'autres professionnels comme les ergonomes, comme les psychologues, comme la médecine du travail, également, pour que ces personnes soient réellement prises en charge pour être épanouies à leur poste de travail et dans leur vie au quotidien. C'est un vrai appel du pied, hein. Donc, médecine du travail, tous ces professionnels, à bon entendeur, salut. Florence Baudry, un grand merci d'être venue nous voir aujourd'hui. À très bientôt. Merci à vous. Le saviez-vous? 9 malvoyants sur 10 ne possèdent pas d'équipement visuel adapté. Pourtant, regardez, j'ai un beau bijou. Miguel Monrose, bonjour. Bonjour Sandra.
Vous êtes opticien diplômé, vous êtes expert basse vision pour Optique 2000 et vous nous avez apporté justement des aides visuelles telles que le beau pendentif que j'ai là. Alors Miguel, qu'est-ce que c'est? Eh ben là, par exemple, vous avez un super bijou loupe, on va dire. Oui, on voit bien. Voilà, pour les déficients visuels, les malvoyants. Donc ça peut être une aide au quotidien, puisqu'on peut aller, par exemple, dans une boutique et on a besoin de voir le prix ou taper son code de carte bleue. Eh ben, c'est très discret et à la fois, pour vous, mesdames, ou même pour les messieurs, ils peuvent la glisser aussi dans la poche. Donc, c'est presque un bijou, hein, sympathique. Qu'avez-vous donc? On a d'autres outils aussi, d'autres aides visuelles, comme par exemple une loupe éclairante, toute simple, aussi à glisser dans la poche. Voilà, c'est très léger. Oui. À ce niveau-là. Très ergonomique aussi. Après, il faut savoir que, bien sûr, d'autres personnes n'arrivent pas à signer des chèques. Donc, on a un guide chèque, justement, pour apposer sa signature à ce niveau-là. Comme aussi, on a des aides à l'écriture. Donc, aussi bien c'est disponible pour les enfants que, bien sûr, les personnes de tout âge, en fait. Puisque à ce niveau-là, on perd la ligne d'écriture comme on peut aussi perdre une ligne de lecture. Il existe aussi d'autres loupes, des loupes à poser. Mais aussi avec une aide, justement, un suivi de ligne. Donc, c'est une loupe éclairante, puisque beaucoup de personnes perdent la fixation de lecture à ce niveau-là. C'est-à-dire arriver en bout de ligne, ils sont un peu perdus. Donc, voilà, ça permet de mieux orienter la lecture à ce niveau-là. D'accord, très bien. Comme aussi, on a toujours des loupes à poser avec éclairantes. Donc, par exemple, sur ceci, on a, vous voyez, donc la personne a ses lunettes, parce qu'il faut savoir aussi qu'un déficient visuel, c'est pas simplement l'acuité visuelle, mais aussi c'est son champ visuel. Donc les personnes ont besoin de fixer parfois dans des petits espaces pour mieux percevoir les choses. Et alors quel est le coût en fait de ces aides visuelles? Alors le coût peut varier en fonction bien sûr de l'outil qu'on veut. On peut partir sur une moyenne de 60 €, voire plus. Voilà, mais il faut savoir qu'une aide visuelle, c'est aussi ses lunettes, avoir ses lunettes, mais bien sûr en complément. Oui, c'est ça. Voilà. Ça permet vraiment en fait de faciliter les activités de la vie quotidienne. Et c'est vrai que là, on a un exemple d'aide visuelle intéressant pour vraiment les activités de tous les jours. Alors Miguel, qu'avez-vous donc à nous proposer encore? Eh ben, on a des systèmes d'aide visuelle pour la télé. Donc, afin de mieux percevoir justement les visages des personnes ou encore les petits écriteaux qui sont écrits lors des informations, on a cette aide en forme de clip, enfin, en système de clip, pardon, qui permet justement de s'approprier un peu mieux les images à ce niveau-là. Ah, bien sûr qu'il existe aussi le même système pour la vision de près. Hein. Parfait. Ah, on voit très très bien. Quoi d'autre, Miguel? Alors, sinon, pour d'autres personnes, selon les types de pathologies, rétinique pigmentaire, DMLA, on a des systèmes de clips. Alors, ça peut être des clips solaires, comme celui-ci par exemple, ou des clips où, bien sûr, on a des couleurs qui ne sont pas communes, hein, aussi bien de l'orange, aussi bien du jaune, puisqu'il faut savoir que certaines personnes sont éblouies face à la lumière du jour. Voilà, comme ça peut être aussi en nocturne vis-à-vis des phares des voitures, ça peut être aussi chez eux. Alors, il peut aussi y avoir des malvoyants qui préfèrent être dans le noir, avoir un support éclairant comme une tablette, mais en contrepartie, ils ont par exemple un filtre, voilà, à ce niveau-là. Donc, il faut savoir que bien sûr, ça filtre certaines lumières que la rétine ne perçoit plus puisque c'est cause d'éblouissement et ça restitue mieux les contrastes à ce niveau-là. Voilà. Oui, c'est vraiment pour préserver, en fait, contre une certaine sensibilité. Une sensibilité de la rétine, en grande partie. Voilà. Alors, il faut savoir que les gens sont parfois un peu sceptiques parce qu'on n'a pas l'habitude de se promener, de se balader avec un verre teinté jaune. Du coup, on se dit, ouais, mais moi, je ne porterai pas ça. Donc, mais il faut savoir qu'il faut chercher le confort visuel. Voilà. Donc, le regard des gens, et au départ, il y a une petite appréhension parce qu'on va porter du jaune, on va porter de l'orange. Voilà. Oui, mais c'est joli. Voilà. Après, c'est bien sûr, voilà, il faut comprendre, mais aussi que les accompagnateurs ou les gens de leur entourage sachent que maintenant, ils peuvent porter ce type ce type de filtre, de couleur par-dessus leurs lunettes à ce niveau-là. Et alors, quoi encore?
Quel est cet appareil? Alors cet appareil, c'est simplement une loupe électronique. Bien sûr, on a vu des loupes à la main, des loupes à poser, mais c'est vrai que pour d'autres personnes, alors on a une loupe électronique comme celle-ci. Bien sûr, alors il faut savoir que au niveau des contrastes aussi, d'autres personnes préfèrent des supports en blanc comme des supports écrits en jaune. Donc ça peut être un fond noir, écriture en blanc, un fond jaune, écriture en noir. Voilà, mais c'est surtout le grossissement qui est important, puisqu'on peut grossir de 2 jusqu'à 12 fois selon les appareils. À ce niveau-là aussi, on peut en faire des photos du support qu'on a. Et sur certains modèles, on a un câble qui se branche aussi sur la télé. Donc à savoir que bien sûr, la personne identifie son texte. Voilà, ça peut être utile pour des étudiants, des gens qui ont besoin de lire des livres aussi. Donc on peut le poser comme ça dépend. Voilà. Mais il faut savoir que la majorité des gens aiment bien ce système dans le sens que voilà, on a cette possibilité, cette marge de grossissement à ce niveau-là. Donc on est bien d'accord, il ne s'agit que de quelques modèles d'aide visuelle, il y en a beaucoup d'autres. C'est même impressionnant de voir tout ce qui se fait, tout ce qui est possible. Donc aujourd'hui, être malvoyant ou avoir une basse vision et avoir une vie professionnelle, personnelle, quasiment, disons, normale, c'est possible. Rapprochez-vous des experts en basse vision, entre autres de Optique 2000, essayez d'avoir davantage d'informations, mais il y a vraiment matière pour que le chiffre de 9 malvoyants sur 10 n'ayant pas d'équipement visuel adapté puisse baisser. Je pense que c'est un objectif, en tout cas, ambitieux certes, mais atteignable dans le futur. Dans l'actu multimédia, aujourd'hui nous avons sélectionné le film L'amour en braille. C'est un film qui date de 2016 par Michel Boujna. Et en fait c'est une très belle amitié de deux adolescents autour de la problématique de la malvoyance. Visionnez-le. Miguel, un grand merci pour vos explications merci à vous, Sandra. Et pour toutes ces aides visuelles. C'était avec un grand plaisir.